Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Club de l'économie organisé aujourd'hui avec le cabinet d'avocats toulousain Barthélémy, spécialisé en droit social. On va parler aujourd'hui innovation sociale et managériale, comment attirer les talents et surtout les fidéliser parce que vous qui êtes avec nous ce matin, beaucoup de DRH, beaucoup de conseils en ressources humaines, vous, chef d'entreprise, vous le savez, c'est un peu le casse-tête de cette rentrée. Il y a la pénurie des composants, mais il y a surtout la pénurie de main-d'œuvre et des compétences. Difficulté d'attirer les talents avec un taux de chômage qui est à tomber à 7%. C'est quasiment un seuil d'étiage pour l'économie française. Selon la Banque de France, il y a 50% des entreprises, une entreprise sur deux, a déclaré lors de la dernière enquête de conjoncture qui remonte à peine 10 jours, avoir des problèmes de recrutement, des difficultés pour recruter. Ça monte même à 55% dans les entreprises de services et dans le BTP. Alors on va voir à travers l'exemple, parce que c'est toujours la preuve par l'exemple qui fonctionne le mieux, avec deux représentants d'entreprise, comment on peut attirer les talents, les fidéliser. Et le cabinet Barthélémy nous expliquera comment mettre en mouvement les organisations en termes d'accompagnement RH, justement pour y parvenir. Alors, je vous présente les intervenants d'aujourd'hui. Bastien Subra Magliola, bonjour. Vous êtes adjoint de direction et vous êtes en charge de l'ADEN Academy. Exactement. Au groupe ADEN. Donc vous nous expliquerez un petit peu, on va découvrir ce groupe qui est très important, implanté un peu partout en France et notamment à Toulouse. Et Delphine Quesnel-Serin, bonjour et bienvenue. Vous êtes la DRH du groupe Promologie, qui est un acteur du logement social qu'on connaît bien, qui fait partie du groupe Action Logement. Et Yannick Barthélémy, bonjour et bienvenue. Donc vous êtes avocat associé au cabinet Barthélémy à Toulouse et vous êtes spécialiste notamment du droit social. Alors, justement, Yannick, je voulais qu'on démarre un petit peu avec vous. Vous êtes au contact de beaucoup de DRH, beaucoup d'entreprises. Est-ce que c'est vrai que le recrutement de talents en cette, on va dire, reprise post-Covid est une préoccupation qui touche à peu près tout le monde ? Oui, effectivement. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est une préoccupation au quotidien. Déjà, il faut savoir d'où on vient. On a connu une période extrêmement compliquée, une période exceptionnelle, pratiquement un an, voire même un petit peu plus de confinement dans certains cas. Donc des salariés qui ont été confrontés à de l'activité partielle, d'autres en situation de télétravail, d'autres en situation de suractivité. Il est clair que la question se pose de la relation du salarié par rapport à son travail, par rapport au travail et par rapport à son travail. Et par rapport justement à ces questions-là, il y a effectivement dans pas mal de situations, et notamment dans des secteurs comme le secteur des hôtels, cafés, restaurants ou le secteur de la santé, des difficultés non seulement d'attractivité, mais également des difficultés relatives à la fidélisation des salariés. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve, et que l'on retrouve de plus en plus à cause de cette accélération du questionnement du salarié par rapport à son activité. Alors du coup, face à ce rapport employeur-salarié qui a changé, est-ce que vous, qui accompagnez des entreprises, des organisations au quotidien, vous avez aussi dû faire preuve d'innovation sociale ? Parce que j'imagine qu'il faut peut-être changer la façon d'accompagner dans un contexte qui bouge aussi vite. C'est clair, l'accompagnement aujourd'hui d'un cabinet avocat n'est plus un accompagnement purement juridique. Donc il a fallu se remettre en cause et se remettre en question par rapport aux demandes des services de ressources humaines et aux DRH pour essayer de proposer des services qui ne sont plus forcément que du service juridique, mais qui sont des services d'accompagnement en ressources humaines. Donc plus global, au-delà du droit. Absolument. Alors, on va rentrer dans le concret avec vous, Bastien Subra Magliola. Alors, je le disais en ouverture, vous êtes adjoint de direction et en charge notamment de l'ADEN Academy. Alors, Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter ADEN, le groupe ADEN, ce que vous faites et où vous êtes implanté ? Bien sûr. Alors, le groupe ADEN, on est implanté partout en France. C'est plus de 130 agences, pour le coup, réparties sur le territoire national. Et notre cœur de métier, c'est l'expertise après sinistre, pour le compte des compagnies d'assurance. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On intervient à la suite d'un sinistre pour faire l'évaluation du préjudice, du dommage qui a été subi, et proposer à la compagnie d'assurance, qui est notre client, c'est pas l'assuré, notre client, une indemnisation. On a créé ADEN Academy après avoir créé notre organisme de formation en interne, parce que oui, nous avons des difficultés à recruter des talents. C'est un métier qui est relativement pénurique.
C'est une formation qui devrait être très spécifique, qui n'existe pas sur le marché de la formation. D'ailleurs, comment on devient expert post-sinistre? Est-ce qu'il existe déjà une filière de formation ou pas? Une seule en France. Une seule. L'IUT de Nîmes. Ah ben au moins c'est dans la région Occitanie. Exactement. Bon, on a cet avantage. Combien il y a de places par an? Je crois qu'il y a 25 étudiants qui sortent diplômés par an. Pour toute la France. Pour toute la France. Ah oui, effectivement, donc vous devez vous disputer un peu les talents. On doit se disputer un peu les talents. C'est un parcours qui se fait en apprentissage, qui plus est. Donc on se dispute également un petit peu les alternants qu'on forme donc en interne. La deuxième branche, grosse branche de notre métier, c'est le génie civil, pour le coup. Tous ces ingénieurs qui vont sortir de ces écoles, mais qui n'ont pas la connaissance du milieu assurantiel derrière. Et oui, c'est des bons ingénieurs, mais c'est de très bons ingénieurs. Pas forcément des bons experts en assurance. Exactement, c'est ça. Donc, on a créé cet organisme de formation interne pour leur apporter une formation dès leur entrée dans notre métier, dans notre groupe, un pack jeune expert. Donc, qui vient compléter leur formation d'ingénieur, en fait. C'est ça. Parce qu'on n'a pas que des ingénieurs non plus. On a des BTS assurance, des licences pro assurance, des masters de droit privé aussi, avec un peu d'expérience, puisque l'assurance et gérer un sinistre, c'est aussi très juridique. Donc, ce pack jeune expert vient leur apporter des bases bâtiments, des bases de gestion de sinistre, les conventions applicables à la gestion de sinistre en assurance, qui régissent clairement notre métier. C'est un pack qui se fait en 3 phases, en alternance également. D'accord. Les salariés sont en CDI. Donc en fait, quand je rentre dans le groupe ADEN, je vais devenir expert grâce à ce pack. Exactement. Ça dure combien de temps la formation? Alors ça dure un bon bout de temps puisqu'on va alterner entre phase théorique et phase pratique. Les phases théoriques durent 1 semaine. Où on va voir la posture de l'expert, les conventions d'assurance, notre secteur aussi, connaître nos clients, nos acteurs. Puis après, l'expert va aussi aller sur le terrain avec un expert plus expérimenté. On ne va pas le larguer directement sur le terrain à lui dire « hop, tu pars en expertise ». On va vraiment l'accompagner. Ces rapports vont être relus par des experts plus expérimentés, des managers techniques. En fait, on lui met un peu le pied à l'étrier de manière progressive. Exactement. Et ça, parce qu'on parle d'attirer les talents, j'imagine que ça doit être assez sécurisant de se dire je ne suis pas lâché dans le grand bain, je préfère aller chez ADEN que chez vos concurrents qu'on ne citera pas ce matin. Exactement. Oui, puis ça fait partie aussi du discours qu'on tient à nos candidats et dans nos offres. On leur explique bien qu'il y a cette formation en interne, qu'ils ne vont pas directement entrer dans le métier et qu'on va les accompagner à rédiger un rapport d'expertise, à évaluer un sinistre et à se positionner face à un assuré. Il y a beaucoup de fois où ça se passe bien, mais il y a aussi des fois où ça peut se passer mal. Alors, dans le groupe ADEN, vous êtes 2000, dont 700 experts à peu près. C'est ça, exactement. Vous formez combien de nouveaux entrants à ce pack jeune, du coup, par an on a beaucoup parlé du pack jeune expert, on forme aussi d'autres métiers, on prépare aussi aux certifications de notre profession, qui sont relativement complexes et qui permettent aux experts, à la suite des différentes certifications, d'accéder à de la gestion de sinistre un peu plus complexe. Parce que je crois que c'est segmenté par tranche de dommages. Exactement, par tranche de montant de dommages. Par typologie de sinistre aussi. On a parlé du bâtiment, on a l'expertise en perte d'exploitation, en vol. Si vous subissez un cambriolage, il va falloir expertiser, évaluer le sinistre subi. Mais on forme aussi des back-office, donc des supports, des assistants. Et l'année dernière, on a formé 527 personnes sur l'année au sein du groupe. Donc là, ça comprend le pack jeune, plus cette formation continue. Toute formation continue. De monter en qualification, on va dire. Exactement. Donc, parce que moi, j'ai appris ça quand on préparait. Je trouve que c'est assez intéressant. Oui. Donc, il y a des experts qui vont jusqu'à 20 000 euros, puis au-delà de 50 000 et puis au-delà de 300 000. C'est ça, c'est vraiment des tranches segmentées. Ouais. Et après, on a des experts confirmés et surtout certifiés qui accèdent à ces tranches donc par le technicien expert, la certification et des habilitations de compagnies d'assurance également. Ils se font une renommée dans leur secteur eux aussi. Donc c'est ces deux grands secteurs de formation que vous avez au sein du groupe ADEN. Est-ce que vous l'avez logé dans ADEN Academy ou Pas du tout. Pas du tout. On a l'organisme de formation interne qui est ADEN Formation et ADEN Academy, le nouveau-né de la formation, mais cette fois-ci en apprentissage, qui est né à Bordeaux en septembre avec 23 alternants qui ont fait leur rentrée. Alors justement, on parle d'innovation sociale. Vous avez encore été
été obligé d'innover socialement Exactement. pour pouvoir avoir les talents que vous souhaitiez. Alors expliquez-nous, c'est un centre de formation d'apprentis, hein? C'est ça, C'est un CFA. Oui. Et pourquoi vous avez voulu créer votre propre CFA et comment il fonctionne? Alors pourquoi on a voulu créer notre propre CFA? Ça a été beaucoup de discussions. Puis on avait notre organisme de formation. On s'est dit, aujourd'hui, il y a cette loi, en 2018, la loi à venir, qui nous permet de créer ce CFA d'entreprise, qui a vraiment démocratisé l'ouverture d'un CFA au sein d'une entreprise, avec beaucoup moins de déclarations à faire, etc. Pour nous, c'était une continuité. C'était une continuité de l'organisme de formation, de notre politique RSE également, hein. On s'engage auprès des jeunes. C'était une période compliquée pour certains. Aujourd'hui, on leur propose une alternance dans notre groupe. Ils passent nos épreuves d'admission, ils entrent dans notre école, ils ont une alternance assurée pendant 2 ans. Et après, si tout va bien, ils sont embauchés? Et après, si tout va bien, ils seront embauchés. Alors du coup, ça s'adresse à qui ce CFA? C'est quoi le profil, l'âge moyen, le background des Alors candidats? l'âge moyen, il est à 20 ans. 20 ans. Et ils 20 sont ans. jeunes, ouais. Ils sont jeunes, mais ils sortent pour la plupart du bac. Ah oui. Ils sortent pour la plupart du bac. Certains ont fait une première année de faculté. Bon, ça leur a pas plu, pas assez de cadrage, donc ils voulaient rentrer dans des formations plus spécifiques, en plus petits effectifs. Et donc on les a accueillis. On a accueilli des profils venant de tous horizons. C'est-à-dire qu'on va avoir des bacs pro, des bacs technologiques, des bacs généraux. Et vous les amenez jusqu'au BTS? Et on les amène jusqu'au BTS, 2 BTS, le BTS Assurance et le BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client, qui sont vraiment 2 piliers de notre groupe. On est dans l'assurance et la relation client est vraiment le maître mot de notre groupe. Alors après, on verra avec Yannick Libéry si c'est compliqué de monter un CFA, parce que c'est pas le cœur de métier d'Aden de monter des filières de formation. Donc aujourd'hui, vous êtes satisfait déjà du sourcing? Est-ce que, j'imagine, il faut communiquer pour faire connaître ce CFA? Énormément communiquer. Ça a été, on a ouvert nos périodes d'admission très tard également. Hein. On les a ouverts au mois d'avril. À cause du Covid ou... Oui, un petit peu à cause du Covid. Puis c'est un CFA qu'on a monté très vite. Le projet est né dans l'esprit au mois d'octobre 2019 ou 2020. On l'a présenté, Xavier Ramon, le directeur d'Aden Academy, l'a présenté au comité de direction du groupe en janvier. Et le projet a vraiment été lancé opérationnellement en janvier. Ah oui, donc on a monté un CFA dans l'année. Très rapidement, oui. Dans l'année. Et alors, du coup, ça vous fait des promotions de combien d'élèves, ça, pour cette première année? Ça fait une classe de 12 élèves en BTS Assurance et une classe de 11 élèves en BTS NDRC. Donc, volonté aussi négociation, relation client digitalisée. Exactement. Ça fait des effectifs très réduits, ce qui favorise énormément l'apprentissage. On a vraiment un accompagnement individualisé de chaque étudiant pendant le parcours. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. C'est les retours qu'on a. On est sur des petits effectifs et une pédagogie vraiment individualisée à chacun. Alors, justement, la pédagogie, vous avez dû recruter des profs, des formateurs. On a recruté... Comment vous avez fait? On a passé des offres. Tout simplement. Exactement. Bon, c'est quand même un marché où il y a de la demande. Hein. Donc il y a énormément de profils. On cherchait des profils qui ont de l'expérience aussi. Il faut quand même accompagner des étudiants jusqu'au BTS. Il y a un enjeu d'obtention d'un diplôme. Il y a une épreuve de l'éducation nationale à la fin. Donc on n'a pas pris de profil junior en enseignant. On a pris des profils relativement expérimentés, qui plus est expérimentés sur ces BTS-là. Non, le recrutement des enseignants et des formateurs n'a pas été le plus complexe. C'était vraiment sourcer des étudiants et se faire connaître. Se faire connaître en 2 mois. Faire connaître en 2 mois. Donc on a des équipes marketing qui sont parties démarcher dans Bordeaux, tracter devant les lycées. On a fait énormément de sponsoring en marketing digital. Parce que votre zone de chalandise pour votre CFA, c'est plutôt la région bordelaise? C'est plutôt la région bordelaise. On a également communiqué sur vraiment toute l'académie de Bordeaux et de Poitiers également. Un petit peu de Toulouse, puisqu'on a des étudiants qui étaient amenés à avoir une mobilité sur Bordeaux et à qui on proposait également un poste sur Toulouse en alternance. On pouvait leur proposer, notre maître mot, c'était aussi de leur dire: vous faites vos études à Bordeaux, mais vous allez où vous voulez en France. On a des bureaux qui peuvent vous accueillir partout. Après, est-ce que c'est un deal moral? Je rentre dans le CFA d'Aden, donc je vais travailler après chez Aden. Parce que s'ils partent chez vos concurrents, vous avez les coûts, mais vous n'avez pas les bénéfices. Donc, Ah oui, après, on pourra en accueillir beaucoup, mais déjà, aujourd'hui, et on le remarque, c'est une pensée qu'il y a beaucoup chez les jeunes, je dois avoir 3 étudiants qui veulent s'arrêter au BTS.
Tous les autres veulent au moins aller sur une licence professionnelle, un bachelor, un master. Et ça, vous ne faites pas encore? Ça, on ne fait pas encore. D'accord. On verra dans les opportunités de développement du CFA, mais non, ça, on ne fait pas encore. Et du coup, j'imagine que si ensuite ils décident de rejoindre le groupe ADEN, c'est que pendant ces 2 ans de formation, vous leur avez montré le management d'ADEN, comment on était pris en charge. Exactement. Donc, ça aussi, en fait, vous sourcez très tôt, vous sécurisez vos talents très tôt dans la chaîne de valeur. C'est ça. Surtout, là, ce que la plupart des étudiants ont vécu, c'est de commencer les cours, mais d'arriver en entreprise avec de la formation interne. Notre filiale ADEN Claim Management à Bordeaux, qui accueille 8 de nos étudiants en BTS Assurance, on fait d'énormes périodes de formation sur comment je vais décrocher un appel, comment je vais répondre à un assuré, comment je vais gérer un sinistre. Ce sont des profils juniors qui, en septembre, n'avaient encore jamais fait de gestion de sinistre et ne connaissaient rien au monde de l'assurance. Donc c'est des bases qu'on a essayé de leur apporter. Ils ont commencé par de gros blocs de cours de gestion de sinistre, d'accueil en relation de sinistre, de communication également, puisqu'on leur apprend la communication verbale et à se positionner face à un client, face à un assuré. Donc, ils ont commencé par de grosses périodes de formation en entreprise également. Et sans cette filière de formation, vous auriez fait face à des difficultés de recrutement dans les années à venir? Oui, clairement. L'organisme de formation déjà est né sur le Pack Jeune Expert parce qu'on avait cette problématique d'avoir des profils qu'on accompagnait individuellement, différemment de région en région. Les interlocuteurs n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on a une équipe de formateurs en gestion de sinistre qui accompagne de A à Z avec un parcours de formation certificat LIOPI l'ensemble de nos étudiants et l'ensemble de nos stagiaires sur l'organisme de formation. C'est assez passionnant cette initiative. Oui. Mais alors, j'imagine quand même que ça a un coût pour l'entreprise. Ça a un coût, mais c'est de l'investissement sur le long terme. C'est de l'investissement sur l'humain. C'est important. Bon, Yannick Libéry, une entreprise du secteur privé qui est obligée, c'est la réalité du marché, de créer son propre CFA pour former les talents dont elle a besoin. Est-ce que c'est pas son métier? Ça doit être assez compliqué en termes. Il vaut mieux se faire accompagner. Il y a des démarches. Bastien parlait de beaucoup de papiers, même si ça s'est démocratisé. Alors effectivement, c'est une démarche extrêmement complexe. D'abord, on est très fiers que le groupe ADEN ait abouti dans ce projet-là. Mais c'est typiquement l'exemple d'une question qui nous avait été posée il y a quelques mois, je crois même il y a quelques temps de cela, qui était de savoir est-ce qu'en tant que cabinet avocat, en droit social, spécialiste en droit social, est-ce que vous faites aussi des créations de CFA, de l'accompagnement en ressources humaines? Bref, c'est quelque chose qui dépasse notre secteur d'activité. Parce que c'est une demande aujourd'hui des services de ressources humaines d'avoir la possibilité de concentrer leurs questions, d'avoir des partenaires privilégiés. Et nous, très franchement, lorsque la question nous a été posée, on ne savait pas faire. Par contre, on avait les personnes qui étaient compétentes pour savoir le réaliser, puisqu'on a quelques années maintenant d'existence et on a agrégé un certain nombre de compétences en ressources humaines et en formation professionnelle notamment, pour pouvoir réaliser ce projet. Et donc notre but, c'était d'accompagner et de connecter la personne compétente au niveau national, puisqu'elle est assez connue, pour accompagner le groupe ADEN dans le cadre du développement de ce projet. Oui, parce que c'est évidemment pour une entreprise on voit que nécessité fait loi dans votre exemple. Hein, et il n'y a pas de talent, donc je les forme moi-même. Mais c'est pas le métier d'ADEN. Hein, donc, est-ce que c'est réservé à des... ADEN a quand même une certaine taille, 2000 en France. Est-ce que c'est réservé à des grandes entreprises? Parce qu'effectivement, il faut du volume. On ne crée pas un CFA si on n'a besoin que de 4 ou 5 postes par an. Hein. Bien sûr. Alors, il faut d'abord de la nécessité. C'est-à-dire qu'il y avait une réelle difficulté d'avoir des professionnels compétents, formés sur la particularité du métier, des métiers du groupe, puisque vous avez bien compris qu'il y a plusieurs métiers dans un métier. Donc, c'était une première chose. Et après, c'est certain qu'il y a un investissement en temps, puisque je crois que le projet a duré pratiquement un an et demi avant d'aboutir, à peu près. Même pas un an. Même pas un an. Ça a été assez rapide, mais ça a été quand même intense sur l'aboutissement du projet. Donc ça n'est pas effectivement possible pour toutes les tailles, toutes les structures. On est d'accord sur ça. Alors, Bastien, un mot peut-être sur la fidélisation des talents. Le Pack Jeune Expert, vous l'avez lancé il y a 3-4 ans On l'a lancé en 2016 ou 2017, oui. Ouais. Donc, vous avez un petit peu de recul. Est-ce que ces jeunes que vous avez accompagnés, que vous avez onboardés, comme on dit chez les DRH, est-ce qu'ils sont restés chez vous?
Pour la plupart, oui. Oui. On a des personnes qui nous ont quittés, hein, bien évidemment. On a ce taux de turn. Mais les retours qu'on en a, puisqu'on a des enquêtes de satisfaction, hein, sur l'organisme de formation et en interne par nos RRH, sont très satisfaisants. Les gens sont heureux de participer à ce Pack Jeune Expert, en sont satisfaits réellement. Et oui, je pense dans les stats qu'on a, oui, ils sont restés. Très bien. Bon, en tout cas, c'est un témoignage qui nous permet vraiment de toucher du doigt la réalité, enfin la problématique des entreprises de recrutement. Alors Delphine Quesnel-Serin, vous êtes la DRH de Promologie, on connaît bien Promologie, mais peut-être dans la salle, certains moins ou derrière leur écran qui sont connectés. Un mot sur ce bailleur social qui appartient au groupe Action Logement, hein. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes le plus gros bailleur social sur la région. Nous gérons au total 28 000 logements qui se répartissent donc sur Toulouse, Tarbes. Nous avons aussi une agence à Montpellier. Et donc, nous avons récemment créé une SAC, la SAC Occitanie, pour créer des partenariats Une SAC. Oui, une société de coordination. D'accord. Donc en fait, qui incite les bailleurs sociaux à unir leurs forces notamment pour les organismes qui font moins de 11 000 logements, de s'adosser. Ah oui, il y avait un regroupement qui était un peu rendu obligatoire. Voilà, donc en fait, on peut comparer ça à une sorte de GIE, même si juridiquement ça n'a rien à voir. Et donc on s'est récemment adossé avec Béziers et Sète. Très bien. Donc 370 salariés. Si on prend l'UES, l'Union économique sociale, on est un peu plus de 400. Un peu plus de 400. Et donc vous avez des métiers très différents. Vous êtes maître d'ouvrage, c'est-à-dire que vous construisez des immeubles pour recevoir des locataires ou faire de l'accession. Mais vous gérez aussi un parc. Vous avez tous les services supports dont a besoin un bailleur social. Oui, tout à fait. On a donc une grosse partie de nos métiers concerne la gestion, la proximité, l'accompagnement des locataires dans différents domaines. On a de l'accompagnement social, on a tout ce qui est l'attribution des logements, et puis la gestion quotidienne, la gestion technique, les réclamations, gérer les réclamations techniques de nos locataires, etc. Donc ça, c'est toute la partie gestion. Et effectivement, on a une partie maîtrise d'ouvrage avec toute une équipe de chargés d'opérations qui travaillent sur des opérations. Et puis on a aussi effectivement l'activité vente qui se développe avec notre activité Zélidom. Zélidom, c'est votre marque que vous avez lancée qui commence à être bien connue. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'en juillet dernier, vous avez innové socialement. Vous avez signé une première en Occitanie, une convention avec la GFIP. Hein. Alors, vous nous dites un mot de la GFIP et puis le contenu de cette convention. Voilà, donc la GFIP, c'est l'organisme avec lequel nous travaillons sur tout ce qui est emploi des travailleurs en situation de handicap. Et au niveau de la convention, en fait, c'est une convention politique emploi nationale. Et j'insiste parce que ça n'a rien à voir avec les conventions triennales qui peuvent être signées au sein de différentes structures qui ont pour objectif de fixer des priorités pour éviter de payer la cotisation pendant 3 ans, enfin la pénalité pendant 3 ans pour arriver à un certain objectif. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on paye pas, qu'on remplit nos obligations en matière d'emploi de travailleurs en situation de handicap. Donc c'est 6% de la masse salariale, ça, oui, c'est 6%. Et ensuite, donc en fait, là, l'idée, c'était d'aller plus loin dans cette démarche-là, puisque ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et donc, on a commencé par un diagnostic action avec justement les AGFIP, qui a fait un petit état, un bilan de la situation du handicap chez nous, comment on traitait ces cas-là, et avec des préconisations. Et suite à ça, donc, ils nous ont dit qu'on était mûr, si je puis dire comme ça, pour proposer une convention politique emploi au niveau national qui a été validée en fait par une commission nationale des AGFIP. Donc c'est tout un plan d'action sur 3 ans avec toute une budgétisation aussi, une aide des AGFIP sur certaines de nos actions. Et donc en fait l'idée c'est vraiment d'aller plus loin dans cette inclusion. Et c'est vraiment d'avoir une vraie volonté d'action
sur l'emploi des travailleurs handicapés, et sachant que ce n'est pas que des mots, parce qu'il y a aussi un investissement financier qui est de plus de 200 000 euros sur 3 ans pour une PME de 400 personnes, c'est pas rien. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Avec une aide des AGFIP. Et on a beaucoup parlé, quand la convention a été signée, de tout ce qui était recrutement, Oui. puisqu'on s'est engagé effectivement sur les futurs recrutements à réserver. En tout cas, à flécher. Et à flécher 30% Ouais. de nos recrutements sur des personnes en situation de handicap. Donc, dans les années à venir, une embauche sur 3 sera plutôt fléchée pour une personne en situation de handicap. C'est notre objectif, mais en fait, cette convention-là est beaucoup plus large en termes d'engagement, puisque certes, il y a la partie recrutement, mais il y a la partie maintien dans l'emploi, il y a la partie sensibilisation des collaborateurs. Ah oui, puisque une personne en situation de handicap qui arrive dans un service, elle doit être bien accueillie, les collègues doivent être un peu éduqués pour l'accueillir correctement et que ça fonctionne. Ça se prépare pour les managers, donc il y a des formations qui sont prévues spécifiques pour les managers. C'est vrai que nos collaborateurs c'était déjà un peu dans leur culture, mais ça se travaille aussi. Donc on a prévu des actions de sensibilisation par notamment des petites formations sous forme théâtrale. On a aussi signé un partenariat avec le Stade Toulousain Rugby Handisport, qui nous aide beaucoup pour faire des petits ateliers, notamment pour la semaine du handicap qui aura prochainement en novembre. Ce soir, on participe à l'Adapta Cup. Adapta Cup, c'est au Stade Toulousain ? Voilà, c'est un gymnase à côté, c'est les phases de poule, et le 10 novembre, c'est les phases finales. Et alors, ça consiste en quoi, l'Adapta Cup ? Donc, en fait, l'Adapta Cup, c'est un tournoi en fauteuil roulant, mais pour des valides. Donc, ce soir, on sera en fauteuil roulant et on va jouer au rugby, mais en fauteuil roulant. Il va falloir faire preuve de dextérité, alors. Voilà, c'est une première pour moi, donc on va voir, ça va être. Mais voilà, il propose plein de choses, et notamment, on a testé un nouveau escape game pour les collaborateurs de sensibilisation au handicap. Donc c'est le Stade Toulousain Rugby Handisport qui a travaillé dessus, et nous en fait on a été la première entreprise à tester. D'accord. Et donc ça sera mis en œuvre à partir de 2022. Donc c'est une des actions qu'on va faire, et notamment pour nos nouveaux embauchés, pour dès leur journée d'intégration, qu'ils sachent qu'ils soient sensibilisés sur le sujet. D'accord. Alors peut-être, moi j'ai une question qui me vient, mais pourquoi vous remplissiez les obligations légales d'emploi de travailleurs handicapés, pourquoi vous avez voulu aller plus loin et signer cette convention qui est une première en Occitanie ? Qu'est-ce que ça apporte à votre motivation et qu'est-ce que ça vous apporte ? Donc, alors, ce que ça m'apporte vous et organisation. Personnellement, en tant que DRH, c'est quand même le genre d'action même pour les équipes, c'est le genre de démarche qui est hyper intéressante, qui donne du sens à ce qu'on fait tous les jours. Et ça, vis-à-vis des collaborateurs actuels et futurs, je pense que tout ce qui est responsabilité sociétale d'une entreprise, ça deviendra un des vrais enjeux pour l'avenir. Et on le sent beaucoup au niveau des entretiens de recrutement sur les nouvelles générations. Ah oui, les candidats posent la question. On voit qu'ils se sont renseignés sur ce qu'on faisait en termes aussi environnemental, puisque donc, tout ce qui est RSE, en fait, c'est maintenant des choses que les futurs recrutés regardent beaucoup. Et nous, aujourd'hui, on est très engagés. On considère, le groupe Action Logement, il est d'utilité sociale. Oui. Et Promologie, au sein de ce groupe-là, veut avoir une vraie identité RSE. Donc, on travaille beaucoup sur ça. Donc, l'inclusion des travailleurs en situation de handicap, la biodiversité aussi, notamment. Et donc, on développe beaucoup ça. Et on pense que cette marque employeur, demain, arrivera à attirer certains talents et aussi à en fidéliser. D'accord, parce qu'effectivement, on montre qu'on est un peu une entreprise bienveillante. Exactement. Et du coup, on attire des gens bienveillants, peut-être. Voilà, et c'est l'idée, c'est de se démarquer aussi, peut-être d'autres sociétés, notamment certains promoteurs, vis-à-vis, parce qu'on sait très bien que les profils d'ingénieurs, c'est pas toujours simple à recruter, et c'est aussi de pouvoir montrer d'autres atouts, une autre image, et de dire voilà, que chez nous, il y a une vraie volonté sociétale et on a un vrai engagement. Et ça, je pense que ça comptera beaucoup pour nos futurs recrutés. Et moi, je sais que ça compte beaucoup pour moi, à titre personnel, et beaucoup pour mon équipe, ces engagements-là. Et on le fait à fond, et en fait, on y met du cœur. Et du coup, tous les jours, en fait, c'est un plaisir de venir travailler. Et ça, je pense qu'en fait, ça n'a pas de prix.
Oui. C'est difficilement valorisable dans un bilan, mais la motivation des équipes, c'est un facteur de réussite. Quoique, on va demander à l'avenir des bilans, parce que la déclaration de performance extra-financière, c'est notamment une des futures obligations pour les entreprises de plus de 150, qui va notamment essayer de mettre en valeur ces actions-là, même si, à mon sens, c'est pas une déclaration qui compte, c'est ce qu'on fait vraiment. Et là, en l'occurrence, c'est un vrai engagement et on en est très fiers. Alors, Yannick Libéry, on le voit, c'est quand même aller au-delà des obligations légales, c'est ouvrir l'entreprise à un public en situation de handicap. Aujourd'hui, Delphine le disait, ça devient indispensable d'afficher une politique RSE, même en matière de ressources humaines vertueuses, on va dire. C'est clair, c'est indispensable. Et comme je le disais, la question de la valeur travail a été décuplée pendant la crise que l'on a connue, avec énormément de questionnements de la part des salariés. Pourquoi je vais au travail ? Oui. Pourquoi je vais voir mes collègues de travail ? Et pas uniquement en termes de salaire. Donc il y a deux termes qui ont été prononcés par Delphine, la notion d'engagement et la notion de valeur. Et c'est clair que ces deux termes sont au centre maintenant des préoccupations, doivent être au centre des préoccupations des ressources humaines pour essayer de fidéliser les salariés qui sont déjà dans l'entreprise, donc ça c'est un point, et puis pour attirer les jeunes talents qui sont assez friands justement de dispositifs, notamment sur le travail handicapé, la formation professionnelle, mais également d'autres éléments comme le télétravail. Il faut savoir que dans les années qui arrivent, la question de la santé au travail, la question de la formation professionnelle et du parcours professionnel et la question de la relation de travail, c'est-à-dire de la relation de travail avec son manager, avec ses collègues de travail, sera au centre des préoccupations. Donc on a tout intérêt à les anticiper, avec comme ce qui a été énoncé, la question de l'environnement et la question de la mobilité des salariés du domicile jusqu'au lieu de travail. Ça, ce sont également d'autres angles de préoccupation et d'attractivité des salariés. Alors Delphine, quand on préparait ce rendez-vous, vous me disiez, voilà, on est volontariste pour recruter des personnes en situation de handicap, mais j'ai ouvert un poste d'assistante de direction récemment et il me manque des CV. Eh oui. Vous n'avez pas eu beaucoup de candidats? Non, alors on a en fait, la plupart de nos travailleurs en situation de handicap qu'on a recrutés, en fait, c'est par les canaux dits normaux. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire les canaux normaux, les annonces sur Pôle Emploi, APEC, enfin voilà. Et c'est quand on reçoit les gens, en fait, qui nous disent, ou pas d'ailleurs, mais le fait qu'ils sachent qu'on ait une vraie politique, ça aide aussi pour le dire, parce qu'ils sentent qu'on est ouvert sur le sujet, forcément. Mais en fait, on a donc des interlocuteurs au niveau de Cap Emploi, au niveau des AGFIP. Et aujourd'hui, c'est vrai que par ce biais-là, par ce canal qui devrait être aujourd'hui privilégié, on a encore du mal. Alors, c'est tout frais. Donc, c'est juillet. Donc, voilà. Par contre, ce qui a beaucoup marché, et dès cette rentrée, c'est aussi des référents écoles qui nous ont aidés à recruter des alternants en situation de handicap. D'accord. Donc ça, par donc exemple, là, plutôt des jeunes. Hein. Voilà, plutôt des jeunes. Et c'est vrai que ça, c'était un axe qu'on n'avait pas forcément travaillé au préalable. Et le fait de travailler sur cette convention nous a ouvert les chakras, si je puis dire, sur d'autres biais, comme aussi les travailleurs handicapés freelance. Ah oui. Oui, donc il y a des réseaux particuliers. Donc c'est vrai que moi-même, j'étais pas au courant. Et donc, comme on a aussi une action de communication, la prochaine vidéo qu'on fera sur toutes les actions qu'on aura menées au cours d'une année sera faite par un travailleur en situation de handicap freelance. Parce que c'est bien de faire en matière de handicap, mais il faut aussi le faire savoir pour pouvoir attirer les talents. Hein. Exactement, ouais. C'est important. Et puis, il y a effectivement le recrutement, mais il y a aussi nos collaborateurs actuels. Aujourd'hui, le fait qu'on ait enclenché cette démarche fait qu'on a des personnes qui viennent nous voir en disant en fait, je suis reconnu travailleur handicapé. Ah oui, donc ça a un peu libéré la parole. Oui, parce que c'est pas toujours facile. Ils se disent mais si je le dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais garder mon emploi? Or, nous, on a beaucoup de ficelles à tirer pour maintenir dans l'emploi. Hein. Il y a des aménagements de poste, des études de poste, il peut y avoir des reclassements. On fait tout pour maintenir nos travailleurs en situation de handicap dans leur poste. Et puis après, avec l'âge venant aussi, il y a des handicaps qui peuvent survenir pendant, pendant la carrière. Pendant la carrière.
Et le fait de ne pas avoir peur de s'en ouvrir auprès de son employeur, c'est un plus, sachant qu'on a prévu aussi de mettre en place des référents handicap dans les sites, les différentes agences, sur la base du volontariat, pour qu'en fait, pour ceux qui sont pas très à l'aise, puissent s'adresser à leurs collègues de travail plutôt qu'à la direction des ressources humaines ou à leur manager. Donc vous avez des référents qui sont plus aguerris que d'autres sur la question du handicap. Exactement, donc on va là, c'est prévu pour 2022 parce que ça vient d'être. Il faut quand même le temps de le mettre en œuvre, mais on va demander à des gens volontaires. Il y a une petite formation qui est prévue pour qu'ils sachent bien ce qu'ils ont à faire. Comment se comporter. Comment se comporter si quelqu'un vient les voir, ou s'ils observent aussi une personne en difficulté, apprendre à échanger avec lui, à lui dire mais tu sais, on peut t'aider, il y a des choses qui sont possibles, etc. etc. D'accord. Bastien, on voit l'importance de faire savoir, parce que voilà, il faut que Promologie, c'est tout récent. Donc, et puis aujourd'hui, des rendez-vous comme aujourd'hui, c'est aussi l'occasion d'échanger, de partager, de faire connaître cette initiative. Vous avez un peu la même problématique. Il faut faire savoir que vous êtes aussi un formateur et pas juste une société d'experts. Exactement. Il faut qu'on axe beaucoup dans cette communication. Donc c'est beaucoup de marketing RH. On a une équipe au sein de la direction de la communication qui a des tâches de marketing RH, qui va travailler sur les textes de ces offres. Avec la directrice RH, avec le directeur de la communication, vraiment pour montrer aussi cet aspect, vous ne serez pas seul en fait. On vous accompagne, on vous forme, et on vous forme tout au long de votre parcours dans notre entreprise, tout au long de la vie du salarié. Donc Delphine, j'imagine que se lancer dans une politique d'envergure aussi importante, parce que ça touche pas uniquement le recrutement, on l'a dit, est-ce que ça vous a demandé de vous structurer différemment, vous, dans votre service de ressources humaines, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont dédiés quasiment à 100% sur ces fonctions? Alors, on a une personne qui a été recrutée en partie pour prendre le poste de référent handicap au niveau de l'entreprise. Parce que, outre le déploiement du plan d'action, il y a aussi un accompagnement des collaborateurs. Quand ils ont un arrêt de travail, etc. Ces travailleurs-là, on les appelle, on prend des nouvelles. C'est vrai, c'est assez... ça demande du temps. Et donc, aussi, la signature de cette convention-là nous a permis, comme on dit, de justifier le fait qu'on ait besoin d'une ressource supplémentaire. Mais après... Oui, là, clairement, on ne peut pas faire ça... à moyen constant, c'est pas possible. Moyen humain, en tout cas. Si vous voulez bien le faire, c'est compliqué. Après, c'est pas un 100%, il y a la personne qui s'occupe d'autre chose, mais voilà. Et après, forcément, ça me demande régulièrement de m'investir. J'ai ma responsable des relations sociales, hygiène et sécurité, pareil. Donc oui, on s'est réorganisé. Et puis, on va mobiliser les managers aussi. Donc sur, on va dire, un sujet qui n'est pas forcément le cœur de leur activité. Mais là, c'est pareil, c'est faire appel à leurs valeurs, et là, ça devient beaucoup plus facile, en fait. Oui, c'est beaucoup plus simple. Yannick Libéry, on voit, c'est un changement pour les organisations, parce que voilà, c'est un nouveau public qui arrive, mais c'est aussi un changement du fonctionnement même du service de ressources humaines. Et est-ce que vous aussi, vous accompagnez les DRH de savoir de quels moyens j'aurais besoin pour pouvoir mener à bien ma mission? Oui, alors juste rebondir sur ce qu'a dit Delphine, c'est effectivement le développement des valeurs demande du temps. Mais derrière, on développe quelque chose qui est lié à la fidélisation des salariés et à ce qu'on peut appeler le bien-être au travail. Je pense que les relations sont différentes avec les salariés dès lors qu'on axe une politique de ressources humaines sur des valeurs liées au parcours professionnel ou liées effectivement au handicap. Alors pour répondre plus exactement à votre question, l'innovation sociale au sein d'un cabinet d'avocats tel que le nôtre, très clairement, on a dû se remettre en question par rapport aux nouvelles demandes des services de ressources humaines, qui ne sont pas uniquement que des demandes juridiques, c'est-à-dire liées au droit du travail. Pour des questions de facilité, pour des questions aussi de sécurité, on a de plus en plus de demandes qui sortent de l'aspect juridique et qui touchent à tous les aspects des ressources humaines. Et à partir de là, on s'est adapté en réfléchissant avec nos partenaires historiques, c'est-à-dire avec les partenaires avec lesquels on travaille de manière constante, notamment LFC Humain, le groupe ASFO et le groupe KPRH, pour réfléchir à une prestation qui soit une prestation qui regroupe l'ensemble des services
des ressources humaines, c'est-à-dire l'ensemble des demandes des ressources humaines. Donc c'est un peu un guichet unique, on va dire. Absolument, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a un interlocuteur qui est Barthélémy Avocat, et qui permet d'accéder à un ensemble de services qui sont généralement des services qui viennent accompagner le service juridique, que ce soit en termes de formation professionnelle, de qualité au travail, de risques psychosociaux, et bien d'autres, il y en a énormément, mais bien d'autres aspects liés au quotidien des ressources humaines. Alors Delphine le disait tout à l'heure, est-ce que la performance sociale a une valeur dans le bilan d'une entreprise? On a parlé de la valeur que ça avait pour attirer les talents, les fidéliser. Est-ce qu'aussi une entreprise qui peut être mieux notée peut-être sur le plan bilanciel parce qu'elle elle innove socialement, parce qu'elle est inclusive, parce qu'elle est RSE? Alors oui, elle a une valeur immatérielle, c'est clair dans un premier temps, mais elle permet également d'accompagner le parcours professionnel des salariés. On parle beaucoup de difficultés liées au parcours professionnel. Les salariés ne s'y retrouvent pas forcément, notamment dans certains secteurs d'activité. J'ai nommé tout à l'heure le secteur de la santé, où il y a des difficultés qui sont très importantes. Mais après, n'oublions pas quand même les contraintes juridiques. Il y a de plus en plus d'éléments sur le plan du droit du travail, il y a l'égalité professionnelle, il y a la qualité de vie au travail. On a une loi santé qui est intervenue cette année et dont les décrets vont arriver l'année prochaine, qui va encore accentuer la question de la prévention des risques professionnels. Donc on investit sur de la valeur de l'entreprise, mais derrière, on investit également sur la sécurité juridique. La sécurité juridique, parce que le droit, en fait, sous-tend un peu tout ça. On voit que l'égalité homme-femme, souvent, c'est le législateur qui l'impose aux entreprises et il faut s'y conformer. Oui, alors on le retrouve dans de nouvelles obligations liées à la mobilité des salariés, j'en parlais tout à l'heure. On a une dernière loi qui est intervenue fin août sur les préoccupations environnementales. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'un chef d'entreprise prend une décision et la soumet à son CSE, eh bien, il doit se poser la question de quelles sont les conséquences de ma décision en matière environnementale. Donc on voit que tout cela, progressivement, arrive, y compris sur le plan juridique. Alors Delphine, comme le groupe ADEN, votre initiative est assez récente, puisqu'elle remonte à juillet. Vous pensez voir les bénéfices en termes... On va parler du recrutement, d'attractivité des talents. À quelle échéance? Est-ce que ça va être assez rapide? Ça dépendra de votre niveau de communication? Alors justement, je me suis dit que vous alliez peut-être me poser la question. Et donc, j'ai fait un point avec mon équipe de où on en était. Eh bien, depuis le 1er juillet, on a recruté 3 travailleurs handicapés, un alternant, et on a 2 personnes en interne qui se sont signalées et 3 dossiers en cours. Ah oui, c'est plus pour une structure comme la vôtre, c'est quand même beaucoup. Voilà, donc on est très content déjà, et puis on espère que ça va continuer et que on arrivera à bien respecter tout notre calendrier et plan d'action et qu'il y aura une vraie dynamique qui sera créée sur ce sujet-là, avec l'aide du Stade Toulousain Rugby Handisport aussi également. Ça aussi, ça aide, ça démultiplie un petit peu. Déjà, c'est bon pour l'image de d'associer Promologie à la marque Stade Toulousain. Et puis, le sport, c'est assez fédérateur, c'est grand public. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a participé à un entraînement déjà et on a rencontré, parce qu'il y a des joueurs du Stade Toulousain qui jouent en équipe de France, qui ont joué, ils sont allés à Tokyo, aux Jeux paralympiques. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant de discuter avec eux. Et on a vraiment motivé les collaborateurs pour faire cette Adapta Cup. Et on veut faire beaucoup d'actions parce qu'en fait, ça change la vision qu'on peut avoir du handicap. Et l'idée aujourd'hui, c'est que, parce que la majorité de nos travailleurs en situation de handicap ont ce qu'on appelle des handicaps invisibles, ou pas forcément. On peut en citer un ou deux pour fixer les idées, par exemple. Vous avez le mal de dos, vous avez le diabète. Ah oui, d'accord. Par exemple, le mal de dos, beaucoup. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui ont des problématiques en situation avec beaucoup de personnes, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est vrai que l'idée, ça serait aussi d'arriver à pouvoir intégrer des handicaps un petit peu plus marqués, plus lourds. Et donc ça se fait aussi par étapes, puisque ça demande, outre un accompagnement des collaborateurs, du manager, et parfois un aménagement important aussi au niveau des postes de travail. Donc l'idée, ça serait, à la fin de notre plan d'action, d'avoir réussi aussi cette étape-là.
Est-ce que les personnes en situation de handicap sont plus fidèles à leur entreprise quand cette entreprise s'occupe bien d'eux? Alors oui, ça c'est les statistiques, on en parlait beaucoup avec les AGFIP. C'est vrai que le niveau de motivation et l'engagement des travailleurs en situation de handicap est supérieur en moyenne. Enfin voilà, c'est on va dire un travailleur dit classique, même si je n'aime pas du tout ces termes. Et, mais on le, enfin, donc oui, après il y a forcément le travailleur nous le rend forcément. Mais je tiens à dire que c'est pas dans la manière dont je le présente, je voudrais pas que ce soit pris en fait pour on rend service, parce qu'en fait c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que l'objectif c'est de trouver un poste adapté au handicap de la personne pour qu'elle s'épanouisse et que l'entreprise y trouve son compte. Il est hors de question de prendre quelqu'un parce qu'il est handicapé. Ouais. Et ça c'est important et puis dès le départ de la relation. Puis il y a certains postes qui sont difficilement ouvrables à des personnes handicapées. Oui, on ne va pas se cacher. On a des postes de terrain, on ne pourra jamais prendre quelqu'un en fauteuil. Bon, voilà, puisqu'il y a des escaliers à monter. Il faut être réaliste. Mais tous nos postes sont ouverts au handicap. Il n'y a aucun poste qui exclut le handicap, mais tout dépend du handicap. Ouais. Dans le groupe Action Logement dont vous faites partie, est-ce qu'il y a eu d'autres filiales qui ont, ou sociétés comme Promologie qui ont eu cette même démarche ou pas? Non, on est la première filiale du groupe Action Logement à signer ce type de convention. Par contre, l'inclusion des travailleurs en situation de handicap au sein des filiales du groupe est très important et beaucoup remplissent déjà leurs obligations légales. Et je sais que l'idée aussi d'avoir signé cette convention, c'est de créer une dynamique vis-à-vis des autres filiales du groupe pour qu'il y ait un rayonnement au niveau national et pas qu'au niveau de l'Occitanie. Très bien. Alors, je vais profiter d'avoir des responsables de ressources humaines avec moi. On va parler de télétravail parce que ça a été un peu un sujet qui a surgi avec la crise sanitaire. Une nouvelle façon de travailler, une nouvelle relation, nouvelle relation, oui, avec son manager, avec sa hiérarchie. Comment ça s'est passé chez Aden? Les experts, est-ce que du coup, ils ont été confinés au début comme tout le monde? Exactement. Est-ce que vous aviez déjà un accord de télétravail ou pas chez Aden? Alors, on avait une charte télétravail. Une charte, ouais. L'accord est arrivé très récemment pour le coup sur le groupe. Le télétravail s'est mis en place très 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 rapidement au début de la pandémie. Nécessité fait loi. Nécessité, puis même dans le métier, les expertises ne se faisaient plus sur site, à part cas très spéciaux où on avait des autorisations pour y aller. On pratiquait ce qu'on a appelé l'expertise de force majeure. Donc c'était une expertise à distance. L'expertise à distance existe sur des sinistres à faible enjeu. Là, c'était des expertises bien plus poussées, mais nécessité était, il fallait absolument la faire à distance. Les experts étaient en télétravail. Ça n'a pas duré longtemps quand même, les experts en télétravail. C'est pas très commode. Les clients n'y voyaient pas, ils voulaient que les experts reviennent sur le terrain, très clairement. Par contre, nos personnels de back-office sont restés en télétravail longtemps. Le retour sur site est progressif. Encore aujourd'hui, on a des personnels en télétravail et on a cet accord. En full télétravail ou Alors non, on n'a plus de personnel en full télétravail. Par contre, aujourd'hui, on a un accord télétravail sur le groupe. On va avoir du télétravail flexible, c'est-à-dire j'ai un compteur de télétravail et je vais poser mon télétravail. Je ne sais pas, demain je souhaite rentrer en télétravail, je fais ma demande sur le logiciel de gestion des temps, mon manager l'accepte, je suis en télétravail, mais également du télétravail fixe, c'est-à-dire qu'il y a une commission avant qui existait, qui aujourd'hui n'existe plus, télétravail. Les personnes se sont positionnées, ont demandé par exemple le mercredi, les managers ont vu par rapport à leur planning, et ces personnels-là ont un jour de télétravail fixe. C'est quelque chose qui n'est pas applicable aux experts, pour le coup, et qui n'est pas applicable au personnel cadre, encadrant, qui, eux, bénéficient uniquement du flexible. Alors, cet accord télétravail, vous l'avez construit, négocié en pleine crise sanitaire, du coup. Oui. Est-ce que c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord? Est-ce que c'est flexible, pas flexible? Est-ce que je pas négocié personnellement, c'est la DRH qui s'en est chargée avec l'accompagnement du cabinet Barthélémy. Il faut trouver des accords, j'ai envie de dire, avec les CSE. On a des CSE sur différentes filiales, pour le coup. On a plus d'une dizaine de filiales, pas toutes avec des CSE, mais il a fallu trouver des accords. Certaines filiales n'ont pas peut-être les mêmes accords que d'autres.
D'accord. Voilà, c'est vraiment l'art de la négociation au sein de l'entreprise. Et est-ce que ça a changé du coup la façon d'accompagner ces équipes? Est-ce que les managers, on ne gère pas des collaborateurs à distance comme on les gère à 1 mètre de distance? Ah oui, ça, on a monté un guide du manager en télétravail, on a monté un guide du télétravailleur également. Nos managers suivent des formations management. Actuellement, partout en France, on les déploie. Et dans ces formations-là, on aborde aussi la partie management à distance. Non, on ne manage pas de la même manière. Ouais. Et quand on a demandé à ces managers de nous faire un retour sur comment ça se passe, très clairement, on l'a eu. On a eu au début, c'est difficile, mais on apprend à fédérer autrement. On apprend à fédérer par des visios le matin. Et il n'y a plus cet échange, par exemple, le café du matin. On le transforme en la visio d'équipe du matin. Très bien. Yannick Libéry, vous avez vu une demande accrue des accords de télétravail, d'accompagnement sur ce sujet qui a touché tout le monde, quasiment. Ouais, c'est très clair qu'il y a effectivement un accroissement des demandes de réalisation de chartes ou d'accords d'entreprise sur le télétravail qui sont un petit peu différentes quand même que le télétravail qui a été vécu pendant la période de confinement. Donc il ne faut pas confondre les deux situations, la situation antérieure qui est liée à une situation exceptionnelle et la situation qui arrive et pour les années futures où on aura un télétravail un petit peu différent. Après, c'est certain qu'il faut innover, c'est ce qui a été fait au niveau du groupe ADEN avec quand même une phase de réflexion qui a été menée par la direction des ressources humaines et par sa directrice Florence Maguiola. Donc ça a pris du temps de diagnostiquer ce qui s'était passé, parce que pendant 1 an, il y a eu le télétravail, donc diagnostico en termes juridiques, en termes RH, en termes managériels, quels ont été les bons et les mauvais moments pour essayer justement d'essayer de trouver des solutions, et après de partir sur des accords télétravail qui soient un petit peu innovants. Alors, comment on peut être innovant dans un accord de télétravail? Ce que je peux dire par rapport à ce qui a été fait, notamment dans le groupe ADEN, c'est essayer de trouver l'agilité. C'est-à-dire essayer de trouver le télétravail qui soit accepté, notamment vis-à-vis des managers, parce que les managers en situation de télétravail, les managers à distance, c'est quand même quelque chose que l'on ne connaissait pas avant, et il faut qu'ils soient, et c'est le cas parce qu'il y a de la formation derrière, il y a de l'accompagnement, il faut qu'ils soient aussi en capacité de gérer les salariés. On parle beaucoup de risques psychosociaux en termes de télétravail. On n'a pas encore la matière. On n'a pas le recul encore. On n'a pas le recul judiciaire en tant que tel. Les arrêts de la Cour de cassation sur le télétravail, bon, il n'y en a pas. Tout cela va arriver progressivement. Qu'est-ce que c'est la QVT en télétravail? Qu'est-ce que c'est la charte de travail en télétravail? Qu'est-ce que c'est le contrôle de l'activité professionnelle en télétravail? Tout cela va se construire. Et le but, justement, c'est, au travers de ces accords, d'éviter les risques judiciaires, donc en fait de prévoir. De prévoir. Delphine, chez Promologie, le télétravail, il a débarqué comme dans toutes les entreprises? Alors, il y avait déjà une expérimentation en cours d'1 jour de télétravail par semaine au départ, parce qu'on a une activité de contact avec la clientèle quand même, donc le télétravail, c'est pas toujours facile, enfin, il y a pour vos la agences, réception du client. Ouais. Donc, il y avait une expérimentation. La crise sanitaire a fait que, comme beaucoup, on a été plongé dedans. Il y a eu déjà des problématiques logistiques, parce que tout le monde n'avait pas un ordinateur portable concrètement. Ouais. Donc il a déjà fallu équiper tout le monde. Et ensuite s'adapter. Donc nous, de toute façon, par nature, il y a des postes qui ne peuvent pas télétravailler. Tout le personnel de terrain qui s'occupe de la veille patrimoniale, sécuritaire de nos immeubles, concrètement, ils ne peuvent pas surveiller la sécurité des immeubles à distance. Ouais. Donc on a une partie de notre population qui est exclue du télétravail. On en a discuté avec les partenaires sociaux et enfin, c'était quand même comme une évidence. C'est comme une personne qui est à l'accueil physique d'une agence, concrètement. C'est quand même compliqué qu'elle fasse l'accueil physique en télétravail. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que cette période de crise-là a fait qu'on est allé au-delà dans le projet d'accord. On a un projet d'accord en cours de signature qui devrait se signer, j'espère, le plus vite possible. Début du mois prochain. Mais là où on partait peut-être plus sur la base de 1 jour, parce qu'on disait contact avec la clientèle, compliqué de faire plus que d'1 jour par semaine, etc. On est monté jusqu'à 2 jours. Jusqu'à 2 jours. Par semaine. Mais par contre, on a gardé aussi cette possibilité de fin. C'est un maximum, mais le manager peut demander aux collaborateurs d'être présents plus souvent s'il y a de l'absence, enfin, s'il y a un collègue est malade ou en congé. Parce qu'on a quand même... C'est la flexibilité dont parlait Yannick Libéry. Exactement, on a quand même un service client
à avoir. Et autant on s'est beaucoup digitalisé, ça nous a... forcément, il y a certaines activités, les signatures de baux qu'on faisait tout le temps en présentiel, beaucoup. Bon, mais maintenant, ça se fait très souvent de manière électronique, la dématérialisation des dossiers. On va dire que ça nous a... tous les projets de digitalisation qui étaient déjà lancés, forcément, on les a finalisés parce que pour plus de souplesse et d'efficacité. Exactement. Ouais. Donc voilà. Et donc au final, on est sur plutôt la base de 2 jours, alors que je pense que avant la crise, on serait plus parti sur la base d'1 journée. Alors, on va prendre des questions de la salle, si vous en avez, ou d'Internet. Vous avez un petit onglet questions-réponses. Vous n'hésitez pas à les poser. Et puis, s'il y en a, on les prendra évidemment. Mais pour finir sur ce sujet du télétravail, je voulais vous demander, Bastien, est-ce qu'aujourd'hui, ça devient un argument pour recruter des nouveaux entrants, dire voilà, nous on a un accord de télétravail, il est de telle physionomie, il vous apporte de la souplesse, parce que si on me dit que des candidats exigent le télétravail pour rentrer en poste. Oui, on l'entend beaucoup, hein, dès qu'on préqualifie un CV, qu'on présente un poste, on nous le demande, est-ce qu'il y a du télétravail ? C'est plus quelle est la rémunération, c'est presque la première question aujourd'hui porte sur le télétravail. On a des personnes qui vont nous demander du télétravail complet, à 5 jours sur 5, ça ne se pratique pas chez nous. On l'a vu aussi, ce développement dans les plateformes de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple d'un des leaders, dans vraiment le paramétrage de l'offre, on va avoir la rémunération, le type, le statut, etc. Et le poste est-il télétravaillable ? D'accord. Donc c'est une innovation aussi. Il y a encore 2 ans, ça on n'avait pas cette notion de le poste est-il télétravaillable. Donc oui, ça devient un enjeu. On le met également dans nos offres, que oui, nos postes sont télétravaillables. Mais pas tous. Sur accord, pas tous, bien sûr. Sur accord et sur condition aussi d'ancienneté et d'autonomie. On va attendre que le collaborateur soit autonome pour qu'il puisse partir en télétravail. D'accord. Yannick Libéry, on le voit, l'innovation managériale, là, hein, c'est plus du management. Enfin, c'est du social aussi. Ça aide à attirer les talents et il faut le prévoir pour ne pas être hors marché si on veut recruter des talents. Très clairement, c'est un outil d'attractivité. Après, ça dépend aussi de l'implantation territoriale de l'entreprise, de l'établissement. Les contraintes ne sont pas les mêmes qu'on habite à Paris ou à Albi, voire même à Toulouse également. Donc, il y a le benchmark que peut faire le groupe ADEN, qui dispose de plusieurs établissements, notamment sur Paris, est intéressant parce qu'effectivement, le télétravail est indispensable lorsque vous avez un établissement sur Paris, voire même de plus en plus. Mais réellement, c'est un outil effectivement d'attractivité. Par contre, j'insiste encore, hein, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul sur le télétravail. On a vécu une situation qui était une situation très particulière. Il va falloir, pour ça qu'on a pas mal d'accords d'entreprise, qui sont des accords d'entreprise à durée déterminée, pour tester un petit peu sur le plan juridique, sur le plan managérial, sur le plan social, ce que va pouvoir donner véritablement le télétravail. Il faudra faire un bilan dans 1 an ou 1 an et demi pour voir si les accords sont efficaces. Tout à fait. Delphine, le télétravail, c'est aussi, comme la politique RSE, c'est aussi un argument pour recruter. Oui. Vous le mettez en avant dans vos annonces ? Tout à fait, on le met en avant dans nos annonces quand le poste est éligible au télétravail. Et de toute façon, c'est une question qui nous est systématiquement posée en entretien. Donc on anticipe, on le met déjà dans les annonces parce qu'on se dit c'est peut-être un critère de choix aussi. Supplémentaire, donc ça coûte rien de le mettre vu que de toute façon on le fait. Voilà, et puis non, il y a une vraie évolution sur ça. Et il a fallu que les managers évoluent aussi. Oui, parce que ça demande une réorganisation aussi des mentalités et des façons de faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas ? Nous, on a reçu une question par mail avant hier soir. Alors, il a voulu rester anonyme. Il est membre de Numéum, qui est la fusion du Syntec numérique et de Tech in France, donc qui est le grand syndicat des entreprises de services, notamment numériques. Alors, un candidat qui avait accepté un poste de développeur informatique a finalement choisi une autre entreprise qui lui proposait 5 jours de télétravail par semaine, alors qu'il devait commencer le jour même dans mon entreprise, provoquant des retards sur un projet à livrer. Que puis-je faire ?
Alors ça, c'est peut-être pour l'avocat plutôt. On a parlé beaucoup management et innovation sociale. Est-ce que c'est vrai que là, pour le coup, on rejoint le sujet du télétravail. Oui. 5 jours en télétravail, il y a certains candidats qui le demandent. Hein. Pour d'autres, ça serait une souffrance. Oui. Mais du coup, je dois prendre mon poste, je ne viens pas. C'est un peu l'inconvénient, l'avantage et l'inconvénient du salarié agile. Le salarié est agile, on demande qu'il soit de plus en plus agile dans l'entreprise, mais il est aussi agile pour butiner. Donc c'est le salarié un peu colibri qui va aller répondre à une offre d'emploi, puis après j'ai une offre d'emploi un peu plus attractive et je vais casser éventuellement la relation de travail ou éventuellement l'offre d'embauche qui a été réalisée. Donc je ne tranche pas le débat juridique parce que ça dépend si on est véritablement dans une relation de travail qui a débuté ou une simple promesse d'offre d'emploi. Donc il va falloir trancher entre les deux. Voilà. Enfin. Mais c'est aussi les contreparties de ces nouvelles façons de faire. Hein. C'est ce que je disais, c'est Ouais. le salarié, on demande à ce que le salarié soit agile et il devient très agile aussi pour choisir. Ouais, très Voilà. bien. Delphine, sur le télétravail, j'imagine que ça doit aussi, ça peut faire partie de la politique RSE parce que ça Bien sûr, évite tout à fait. des trajets inutiles en tout cas, des trajets domicile-travail qui sont économisés. Oui, et cette démarche-là s'inscrit aussi dans un plan de mobilité qu'on vient de négocier aussi, qui devrait se signer à la fin de l'année. Très bien. Donc sur une démarche en termes de mobilité dans le cadre de la loi LOM, plus globale, et dont une des actions, c'est la mise en place du télétravail, mais pas que. Souscrire à une plateforme de covoiturage pour nos collaborateurs, la prise à charge à 100% de nos frais de transport, etc. Bref, il faut venir chez nous, quoi. Ah bah oui, je vois que le package est fourni en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère qu'on aura donné des clés, en tout cas de réflexion et peut-être d'action aux responsables de ressources humaines et des RH qui nous ont suivis, puis aux responsables d'entreprise. Merci beaucoup. Cette table ronde sera évidemment remise en ligne, donc vous pourrez accéder à un replay dans les prochains jours qu'on diffusera. Un compte-rendu sera également publié dans les colonnes de Dépêche Éco et sur notre site internet. Merci beaucoup et bonne journée.